Hello France, Salut Raphaël, ça va? ça va et toi? Très bien, très contente d'être là aujourd'hui. Eh ben écoute, on est très content de te recevoir aussi et sur un super sujet qui est l'UX Research. Alors, est-ce qu'on dit UX Research? Est-ce qu'on dit UX Research? Tout est possible. En France, on dit plus UX Research. Et bon, Après, on on peut dira aussi parler de User Research, on peut parler de Discovery, on peut parler de Research tout court, parce qu'on peut oublier qu'il y a des gens qui font de la vraie recherche fondamentale. Mais voilà. Eh ben, Généralement, généralement quoi, pardon? généralement, on se comprend. Si on dit Research, on voit de quoi on parle. Bon, super. Eh ben on dira alors UX Research à la française aujourd'hui et je vois qu'il y a déjà 23 personnes de connectées. Hello tout le monde, bienvenue. On va attendre Bonjour à encore. tous. Pardon, une petite minute. Vas-y, France. Non, je disais juste bonjour aux gens qui étaient connectés. Ok. Bon, on a un titre un peu accrocheur, mais c'était un peu l'objectif. Euh, L'idée, c'est qu'on va reprendre justement sur toute cette présentation. On va répondre, on va dire entre guillemets, à cette question pendant tout ce live. Peut-être que pour faire venir les gens, je te laisse te présenter rapidement, France. Ouais. Donc moi c'est France, je suis co-founder de Tandems. Donc Tandems, on est une plateforme de recrutement de participants pour de l'UX Research justement. Moi je suis UX designer de métier. J'étais en agence avant et j'avais monté le pôle design de mon agence et donc tous les process, y compris les process de research. Et c'est en essayant de créer ces process et d'améliorer et d'être toujours plus efficace, de pouvoir toujours en faire aussi, puisque c'était pas toujours évident, que je me suis dit, bah en fait, il y a encore plein de trucs qui marchent pas, il y a plein de trucs, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué. There must be a better way. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie monter Tandems il y a de cela déjà 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. Et Trop donc, dans mon quotidien, au-delà de conseiller mes clients, j'ai créé aussi un peu du contenu sur de la research. Parfois, je fais quelques formations, je fais des webinars. Et puis, oui, je passe pas mal de temps avec mes clients à discuter avec eux de leurs besoins pour essayer de les aiguiller, faire en sorte que ça se passe bien, ça se passe au mieux et qu'ils font de la research qui produisent des résultats concrets, actionnables. Et voilà. Ok, trop cool. Trop cool. Merci pour cette présentation. J'ai ma caméra qui s'est coupée, moi. Ouais, effectivement, on ne te voit plus. Est-ce que Mais c'est on bon? te revoit. Ouais, Ouais, c'est c'est bon. bon. Ok, super. Trop cool. Merci pour cette présentation, France. Et puis, on va démarrer. Alors, répondons à cette question. Et si on arrêtait de saboter l'UX Research? Alors, peut-être pourquoi à ce point saboter? Pourquoi, ouais, à ce point, peut-être à deux petits mots, une petite phrase à nous dire. Ouais. En fait, le titre de ce live, on l'avait écrit comme ça parce qu'en fait, c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, c'est beaucoup de déconstruire un peu certains mythes qu'il peut y avoir autour de l'X-Research et pour aider tout le monde à en faire et en faire peut-être soit plus fréquemment, soit mieux, mais en tout cas, à en faire en sorte que les efforts de recherche, ils donnent des résultats. Et moi, comme je disais, comme je passe beaucoup de temps avec mes clients, à les conseiller, etc., j'ai quand même remarqué qu'il y a beaucoup de patterns qui remontent, qui me font dire, mais en fait, tout le monde se met pas dans les bonnes conditions ou tout le monde n'a pas le bon contexte pour la réussir. Et il suffit des fois d'un petit changement de mindset, d'un pas sur le côté pour en fait se mettre dans des bonnes conditions. Mais tant qu'on le fait pas, c'est un peu comme si on se sabotait soi-même, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Et c'était un peu là-dessus que je voulais qu'on échange aujourd'hui. Ok, super clair. Merci. On démarre avec la première réponse, en tout cas la première remarque par rapport à ça. Donc, et si on arrêtait de saboter l'UX Research, du coup, en se posant vraiment sur le pourquoi de la recherche utilisateur.
Ouais, les gens qui regardent souvent mes webinaires vont vraiment se dire que je me répète, mais en vrai, c'est tellement essentiel ce truc. Donc oui, je le répète et je le répéterai tant que ce sera nécessaire. Mais je vois trop d'équipes qui se lancent dans de la research sans vraiment s'être demandé mais pourquoi ils la font, qu'est-ce qu'ils cherchent à apprendre. Et en fait, se lancer dans des efforts de research sans s'être posé ces questions préliminaires-là, c'est comme se dire, bah allez, je vais aller plonger dans cette botte de foin et je vais trouver quelque chose et ce sera forcément quelque chose d'utile et c'est pas vrai en fait. Donc c'est vraiment se saboter dans le sens où c'est comme si voilà, c'est aller chercher sans savoir ce qu'on cherche. Donc c'est forcément voué à l'échec. Et après, l'idée, c'est pas de dire, il faut over-engineer le truc, il faut avoir des process hyper clairs, hyper précis et tout. En réalité, pour moi, se poser la question du pourquoi de la research, en fait, il faut répondre à deux questions. Enfin, il faut que savoir à quelle question on veut répondre et il y a deux choses pour qu'on puisse en tirer quelque chose. Il faut que la question qu'on se pose, elle soit spécifique. Donc, moi, je vois beaucoup de gens qui se posent des questions très superficielles du genre comment est-ce que je peux juste améliorer le produit? En fait, surtout si ton produit commence à avoir un peu de taille, etc., juste l'améliorer, si on se la pose comme ça, c'est une question superficielle. Les réponses qu'on va avoir, elles vont être superficielles et donc on n'aura jamais des améliorations hyper substantielles, tu vois. Ça va jamais aller très loin, ce sera du quick win, etc. Pas que le quick win soit pas important et des fois, c'est ce qu'on cherche, c'est très bien dans ce cas-là. Mais si ce qu'on veut, c'est obtenir des résultats impactant, et en fait, il faut aller poser des questions spécifiques et prendre les sujets, s'il y a plusieurs sujets, les prendre un par un. Et le deuxième point aussi qui est important quand on cherche à répondre à une question en recherche, c'est de savoir si la question qu'on se pose, c'est une question de business ou une question de recherche. Et en fait, il faut se poser les deux parce que les deux répondent pas aux mêmes choses. C'est un schéma que je fais beaucoup dans les formations que je fais. C'est en fait, la business question, c'est une question qui se rapporte à son produit, à son entreprise. C'est comment est-ce que je fais pour vendre mieux, comment est-ce que je fais pour avoir plus de sign-up, pour augmenter mes taux de conversion, etc. Ça, c'est la question business. Et ensuite, en fait, la vraie question à laquelle la recherche va répondre, c'est des questions de recherche, c'est des questions centrées utilisateurs. Et c'est ce qui va... comment dire en gros, c'est quelle connaissance utilisateur je n'ai pas aujourd'hui pour répondre à mes questions de business, pour améliorer mon taux de conversion, etc. Et en fait, souvent, ce que je vois, c'est que les équipes, elles se posent une question business qui est tout à fait concrète et pertinente. Hein. Je sais pas, sur les 3 derniers mois, on a remarqué que notre taux de churn, il a doublé. Bon, pourquoi ? Donc ça, c'est une question tout à fait légitime. Et ensuite, paf, ils vont se dire, allez, on va faire de la recherche et on va répondre directement au pourquoi de ça. Alors qu'en fait, il y a une étape intermédiaire qui est hyper importante et qui est ça qu'on va chercher, c'est quelle connaissance utilisateur il me manque qui fait que je ne peux pas aujourd'hui répondre à ce pourquoi. Et en fait, c'est cette connaissance utilisateur qu'on va aller chercher. Quand on fait le raccourci de directement, je vais aller faire ma recherche et poser des questions à des gens en mode, explique-moi pourquoi t'as churné, sans aller plus loin de ça, sans se poser la question de mais en fait c'était quoi la valeur que j'avais promis, la valeur qui a été perçue, la valeur qui a été délivrée, sans comprendre le contexte de l'usage, etc. En fait on se coupe d'une grande partie des réponses et donc du coup derrière forcément les retours, les insights qu'on va avoir vont soit pas porter de fruits quand on va essayer de les appliquer, soit en fait juste générer plus de questions, voilà, et en fait on va tâtonner. Je sais pas si c'était très clair, mais Si, c'est très clair, merci. Et est-ce que, toi, ce que tu nous dis là, c'est ta propre méthode. Est-ce qu'il existe des méthodes ou des frameworks qui ont déjà été documentés et sur lesquels on peut s'appuyer pour bien finalement cadrer le pourquoi de cette recherche utilisateur? Moi, j'ai créé un framework qui s'appelle le UX Research Scoping Canvas, qui est un peu sur le modèle des Canvas, Lean Canvas, Business Model Canvas, etc., qui est justement un framework en 10 étapes pour vraiment s'assurer qu'on pose les bonnes questions. Et moi, ce framework, il est inspiré en lui-même de pas mal de
de contenu qui a été écrit par une researcher que j'admire beaucoup, qui s'appelle Nikki Anderson, qui écrit beaucoup d'articles et tout. Et elle a toujours été très prolifique et très précise. En fait, elle explique tous ses process. Et donc, enfin, je pense pas qu'elle ait formalisé son framework en lui-même. Mais elle a écrit plusieurs articles autour de justement c'est quoi un bon objectif de recherche, comment est-ce qu'on se pose les bonnes questions, comment est-ce qu'on découpe le truc pour en fait partir d'un truc très macro et très business oriented pour venir petit à petit sur un truc beaucoup plus user oriented. Et après, je trouve que le framework Jobs to be done, quand on l'utilise bien, il arrive à ça aussi en fait. Je suis moins une experte du framework Jobs to be done, mais il permet quand même de recentrer la question de l'usage dans la question du besoin de l'utilisateur. Et pour moi, ça, enfin, en tout cas, si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est une bonne façon de rentrer dans le truc. Ok, trop cool. J'ai vu qu'il était dispo sur le site de Tandem, ton Canva. Ouais, tout à fait. Il est dispo sur nos sites. Il est aussi dispo sur Miro, en template et sur Figma Community, en fait. Ok, trop cool. Et j'ai une question dans le chat. On me dit, c'est quoi le nom de la personne dont tu as parlé, Nikki Anderson, c'est ça? C'est ça. Tu as répondu. Ok, super. Et ben, super clair. Merci, France. Et c'est cool d'avoir effectivement ce template sur lequel s'appuyer. Pour les gens qui regardent aujourd'hui, ils pourront aller un petit peu plus creuser sur ce point. Du coup, on passe à la deuxième remarque, on va dire. Donc, si on arrêtait de saboter l'UX Research, mais cette fois-ci, en arrêtant d'attendre des solutions toutes faites de nos utilisateurs. Est-ce que tu peux un peu creuser ça, du coup, s'il te plaît? Ouais. et en fait, c'est assez lié finalement au premier point, parce qu'en fait, souvent, ce que je vois, c'est que donc les équipes qui veulent aller, enfin, qui vont faire des raccourcis, qui vont se dire, je vais faire on va faire l'UX Research. On va aller voir des participants et on va leur demander ce qu'ils veulent. C'est un peu la même chose. C'est parce qu'on ne s'est pas vraiment posé la question en amont du pourquoi de la recherche, de à quelle question exactement on veut répondre. Donc, on attend en fait que nos utilisateurs viennent avec tous leurs besoins sur un plateau d'argent, tout bien fait, tout bien formulé et tout. Et il y a juste à délivrer. Et en fait, moi, souvent, quand je vois ça, quand je vois ce genre de demande, on a juste envie de savoir ce que les utilisateurs ils veulent. Je prends l'analogie du médecin. Je me dis, mais c'est un peu comme si tu étais un médecin et que quand tu avais un patient qui venait te voir, quand tu prenais tes patients, tu leur faisais, ils te parlent un peu de leurs besoins et toi, tu leur dis, ok, tu veux quoi sur ton ordonnance comme médicament? Et en fait, le métier du médecin, c'est d'écouter les pains pour ensuite faire un diagnostic, pour ensuite lui sortir le meilleur médicament. C'est à lui le travail en fait de diagnostic. Et c'est pareil en research en fait. Quand on fait la research, nous on est là pour écouter les pains et les expériences passées de nos utilisateurs, mais c'est à nous de faire le travail de diagnostic, du coup, derrière ce pain se cachait ce besoin, derrière cette expérience, ce que j'en retire, c'est ce type d'émotion ou ce type d'envie, etc. Derrière ce moment de frustration, ce que j'en tire, c'est ce que j'en conclus, c'est on n'a pas répondu aux besoins de telle manière. Et ensuite, à partir de tout ça, de faire nous notre diagnostic et de nous proposer des solutions. Et j'ai souvent vu, et je le vois pas, enfin, je le vois beaucoup sur des équipes un peu moins matures ou des entrepreneurs qui se lancent, le côté, je vais leur demander ce qu'ils veulent parce que en fait c'est comme ça que je vais être au plus proche des besoins utilisateurs, sans se rendre compte que d'une part les personnes sont mauvaises pour en fait parler de leurs propres besoins et sans se rendre compte qu'en fait il faut faire un travail derrière de peler l'oignon et de trouver de creuser dans les couches jusqu'à trouver le cœur en fait du besoin et
Et en fait, si on fait pas ce travail, en fait, on est voué à l'échec parce qu'en fait, le nombre de écouter les utilisateurs à la lettre sur de la surface, c'est derrière proposer des choses qui apportent de la valeur que en surface, en fait. Yes. T'as un exemple éventuellement, peut-être soit chez tes clients, soit toi qui t'est déjà arrivé, d'utilisateurs qui venaient avec directement les solutions toutes faites et comment tu as réussi à les amener justement finalement à te répondre aux questions auxquelles toi tu souhaitais qu'ils répondent. Alors moi j'ai beaucoup le cas, en gros, quand nous on était à Station F, il y avait une période où je faisais des open office, open hour UX, donc je prenais une demi-journée et tous les entrepreneurs qui voulaient, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont un designer à Station F. Du coup, ils venaient, ils me posaient des questions. J'étais là pour les aider en fait sur des sujets du X. Donc, ça pouvait être des questions du genre je veux recruter mon premier designer, comment ça marche, ou justement au contraire j'hésite entre recruter un PM, etc. Donc il y avait ceux qui avaient un peu une question plutôt de vision de l'entreprise, etc. Et puis il y a ceux qui venaient avec leur application et qui me disaient mais qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit mieux, tu vois. Et donc je leur demandais un peu est-ce que t'as vu moi je suis pas forcément ta cible, que je remarque 2-3 points qui sont des quick wins de design, mais ça va pas t'amener hyper loin toi en tant qu'entrepreneur dans ta démarche en fait de lancement produit en fait. Donc du coup qu'est-ce que tu as fait déjà en connaissance utilisateur. Et alors, entre ceux qui me disent moi je connais par cœur mes utilisateurs parce que j'en étais un moi-même avant et je construis ce produit un peu pour moi, et ceux qui me disent oui je suis allée demander, je leur montre, je leur demande ce qu'ils aiment pas, et je leur demande ce qu'ils voudraient avoir en plus, et ils font des sondages, et tous les sondages c'est est-ce que tu achèterais, et tout ça. Et donc ça j'en ai vu pas mal. Et en fait, derrière, la question, c'est toujours, dès que je leur pose une question un peu plus précise de oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'ils attendent réellement, quel est l'objectif final pour toi, pour que tes utilisateurs, ils ont, qu'est-ce que tu as comme info là-dessus? Généralement, ils l'avaient pas, ou c'était clairement une interprétation sur la base de 2-3 feedbacks, quoi. Et donc, en fait, comme c'est des trucs où je fais 30 minutes avec eux, etc., c'est pas des choses où j'ai pu aller très loin avec eux, donc ça répond pas complètement à ta question. Mais je voyais bien que dès qu'on essayait d'aller un peu plus loin sur cette question du besoin utilisateur, ils étaient assez perdus. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, ça me fait penser, est-ce que j'ai un exemple peut-être plus conséquent J'ai déjà fait, quand j'étais junior en agence, une phase de recherche utilisateur, justement, où en gros, c'est exactement ce qui s'est passé. Le client est venu, il avait une idée de ce qu'il voulait faire comme app. C'était une app autour de la sécurité dans la ville. Et donc, du coup, lui, il se disait, en fait, je trouve que Paris, c'est pas une ville très sécurisée. Voilà. Et donc, il dit, moi, je veux faire une application qui va résoudre ce problème. Et donc du coup, il me fait, et on avait vendu une phase de recherche utilisateur qui était très courte. Et au moment du brief, je lui demande, ok, c'est quoi tes hypothèses, c'est quoi ton cœur de cible, ton go-to-market, c'est quoi les besoins que tu imagines, voilà, que les utilisateurs vont avoir. Donne-moi tout ce que tu as. Et il me dit, ah non, moi, je veux rien te donner parce que je veux pas biaiser le truc. Je veux que ce soit tous les utilisateurs qui me disent tout. Et puis, une fois qu'on aura fait la recherche, là, on générera tout le reste, la vision, machin, etc. Donc, en fait, il avait pas de vision, pas d'hypothèse, pas d'étoile du Nord du tout. Et donc, du coup, derrière, on est allé parler à des utilisateurs, on a fait un sondage, et en fait, toutes les questions qu'on posait, c'était hyper large, tu vois. C'était genre, c'est quoi, comment tu te sens quand tu marches dans la rue, quand tu rentres tard le soir, etc. Et en fait, comme il n'y avait pas de fil rouge ou de vision derrière, à la fin, on obtenait des feedbacks hyper pas précis de oui, c'est vrai que sur Paris, tu fais attention toujours à ton portable et ça. Mais ça n'apportait rien par rapport au fait que lui, ce qu'il voulait faire, c'était une application
qui t'aiderait là-dessus, tu vois. Donc, bon, bah, la conclusion, ça a été un truc très général de, bah, en fait, oui, les gens, quand ils sont dans le métro, bah, ils ont peur qu'il y ait des pickpockets, et puis voilà, quoi. Voilà, bah, va faire quelque chose avec ça. Et à l'époque, comme j'étais encore junior, enfin, vraiment, on s'est retrouvés face à ça, et on s'est dit, ah, ben mince, en fait, il nous a manqué quelque chose, vraiment, pour aller plus loin. Ok, super clair. Eh ben, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, n'hésitez pas à poser des questions bah, il y a une rubrique dédiée. On peut soit y répondre maintenant, soit y répondre à la fin du live. On attaque la troisième question. Ouais, si mes souvenirs sont bons, c'est un truc un peu plus technique, celui-là. Alors, je vais passer la slide. Hop. Et donc, Oui. si on arrêtait de saboter l'UX Research en ne testant pas uniquement avec 5 utilisateurs, donc là, on va essayer de déconstruire le fameux mythe de si je fais 5 tests utilisateurs, ça me permet de répondre à 80% des réponses attendues Ouais. de Nielsen. Nielsen? Norman Nielsen, ouais. C'est lui qui avait écrit un papier de recherche sur le sujet. C'est vrai, c'est un mythe qui a la peau dure, mais en même temps, en ce moment, je trouve qu'il est quand même, sur les dernières années, je trouve qu'il est un peu moins prévalent. Donc, je pense que quand même, ça a commencé à rentrer dans la tête des gens que c'était pas aussi simple. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, systématiquement, pour toute recherchateur, c'est bon, ben non, mais on fait avec 5, ça suffit. Et un jour, je me suis posé la question, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce que c'est vraiment vrai, etc. Donc, je suis allée regarder le papier de recherche original pour essayer de le comprendre. Et en fait, sur plein de points, c'est un mythe parce qu'en fait, le fondement mathématique du truc, déjà, il a des hypothèses et il a des choses qu'il faut comprendre pour comprendre d'où viennent ces chiffres. Et puis, du coup, il a aussi des limites à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est valable, mais dans un cadre très restreint, en fait, finalement. Et en fait, j'avais écrit un article dessus, et donc il y a quelques graphes dessus. Si ça te dérange pas, je peux partager mon écran. Vas-y, carrément. Parce que en fait, j'étais en train de me dire quand je vais pas réussir à l'expliquer juste à l'oral, je pense. Mais en fait, en gros, donc le mythe en question, enfin la phrase, c'est 5 utilisateurs permettent de trouver 85% des problèmes d'une interface. D'où est-ce que ça vient? Ça vient en fait du fait, et c'est assez empiriquement, c'est assez vrai, c'est-à-dire que si une interface a des problèmes, des bugs ou des points de friction d'un point de vue usabilité, ben si toi tu ne sais rien de tes problèmes de ton interface, tu la montres à une personne, elle va te dire bah là je comprends pas, et là je sais pas faire, et là c'est pas clair, etc. Et elle va t'apprendre plein de choses. Ensuite, la deuxième personne que tu vas inviter, avec qui tu vas faire un test, elle va te dire des choses, et une partie de ce qu'elle va te dire, tu l'auras déjà entendu chez la première, et elle va t'apporter une partie de trucs nouveaux. Et donc, plus tu invites des gens à faire des tests avec toi, plus les choses, elles vont se répéter. C'est juste mécanique. Et donc, du coup, au bout d'un moment, les personnes t'apprennent plus rien. Or, en recherche utilisateur, de manière générale, on part du principe que si tu as fini de faire ta recherche, quand tu n'apprends plus rien. Ça, c'est vrai en test et en interview et sur la plupart des méthodes. Une fois que tu as vraiment l'impression d'avoir fait le tour du sujet, c'est qu'a priori, tu as fait le tour du sujet. Mais la question, en fait, à l'origine de Norman, elle n'était pas sur c'est quoi le chiffre auquel il faut qu'on s'arrête, c'était à partir de quel moment ça ne vaut plus le coup. Enfin, c'est d'un point de vue, c'était vraiment une question d'optimisation de coût, en fait, son papier de recherche. Donc, à quel moment est-ce que on a optimisé les coûts de sa recherche et on peut se dire arrêtons là, etc. Et donc, du coup, il avait fait alors, comment est-ce que je fais voilà. Donc, il avait fait son papier de recherche qu'il avait publié en 93. Et en fait, sa courbe, elle ressemble à ça. Et en fait, c'est une courbe logarithmique qui traduit exactement ce que je venais de dire.
sur le fait que la première personne, elle t'apprend plein de choses, la deuxième un peu moins, etc. Et du coup, il avait fait, hop, regardez, à 5 utilisateurs, on est à 85, et le sixième, on est à 90, donc c'est plus 5%, donc c'est un peu nul. Tu fais 1 heure complète avec une personne et tu n'as que 5% de retour supplémentaire, ça vaut pas le coup. Donc, ça, c'est mathématiquement assez solide, et d'autres gens qui ont fait des études, etc. là-dessus, et c'est à peu près vrai. Mais c'est vrai en moyenne. En réalité, si jamais on est dans un vrai cas, il y a des gens qui ont fait le test. Si jamais alors c'est des gens qui ont fait un truc hyper intéressant, c'est qu'ils ont fait 100 tests. Et ensuite, ils prennent l'ensemble des retours, le nombre de problèmes. Parce qu'en vrai aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est un modèle mathématique pour trouver des problèmes. Donc l'objectif final, c'est de faire une liste de problèmes. C'est ni de prioriser, ni d'en définir à quel point ils sont graves. Et c'est vraiment des problèmes d'usabilité ou des bugs. C'est limite, à la base, ils parlent de méthode de debugging. Ils parlent pas de méthode de recherche, de discovery ou quoi. On n'est pas sur essayer de comprendre des besoins, etc. On est vraiment purement limite sur de l'ergonomie. Et du coup, ils font le test avec 100 personnes et ils se disent, si je m'étais arrêté à 5, combien de ces problèmes j'aurais trouvé? Et en fait, la réalité, c'est qu'avec 5 personnes, on trouve entre 55 et 100% des problèmes. Et en moyenne, on trouve 85%. Donc, moi, je trouve que c'est une distinction qui est importante parce que ça veut dire que si jamais tu as un objectif d'être hyper sûr de ce que tu trouves, de comment tu dois améliorer ton application et que tu veux être un minimum exhaustif, s'arrêter à 5, c'est potentiellement passer à côté de 50% des problèmes. Est-ce que c'est grave? Eh ben, ça dépend de ce que tu testes. Ça dépend de tes usages, ça dépend de si c'est critique pour toi, si c'est vraiment genre une feature phare ou c'est vraiment le lancement de ton produit et tu veux vraiment éviter le maximum de problèmes parce que tu veux avoir un lancement aux petits oignons. Est-ce que c'est OK pour toi et pour ton équipe de passer potentiellement à côté de 50% des problèmes? C'est un peu cette question-là, en fait, en réalité, que je trouve que le modèle mathématique y pose. Et c'est pas en fait, c'est pas un chiffre magique, quoi. Ouais. L'autre truc aussi qui est important sur ce modèle mathématique, c'est que il est basé sur une hypothèse très forte qui est que un utilisateur, en gros, c'est ce chiffre-là, L égale 0,31. En fait, c'est le chiffre qui veut dire le nombre de problèmes qu'une personne rencontre, qu'un utilisateur trouve. Mais sauf que ça, c'est hyper dépendant de qui sont tes utilisateurs. Si tu es avec que des utilisateurs très novices, peut-être qu'ils ne trouveront pas beaucoup de problèmes. Si tu es avec que des utilisateurs experts, ou si ta cible, c'est des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, etc. Tout ça, ça vient changer ça. Et donc, cette hypothèse-là, elle est hyper forte. Sauf que si jamais on change et qu'on dit qu'une personne trouve 20% de problèmes au lieu de 31, le chiffre pour arriver à 80% de problèmes trouvés, c'est pas 5, c'est 9. Donc, c'est quasi le double. Donc, en fait, ça change du tout au tout. Donc, en réalité, c'est hyper flou, en fait. C'est très, ce que je veux dire, c'est que ça s'appuie sur une hypothèse qu'il a fait comme ça un peu au doigt levé un jour, et qui change du tout au tout en fonction de qui sont tes utilisateurs, quel est ton produit, quelle est la complexité de ton produit, depuis combien de temps il est installé, depuis combien de temps les gens le connaissent, etc., etc. Et c'est là, pour ça que quand à chaque fois quelqu'un vient me dire ah oui, mais non seulement je teste avec 5 utilisateurs, ce sera bon, je souris un peu. Moi, le risque que je vois, en fait, le risque, en fait, j'ai deux remarques et qui sont un peu opposées, mais il y en a une, c'est le risque que je vois effectivement quand tu fais que 5 tests utilisateurs sur un persona dédié, c'est de tomber un peu dans les biais de confirmation et qu'en fait, finalement, tu vas répondre à ce que, enfin, tu vas confirmer ce que toi t'attendais. Ça, c'est un peu un risque parce que plus tu vois de gens, normalement, moins tu as de chance, plus tu as de chance d'avoir des réponses pertinentes. Et l'autre remarque qui va un peu dans l'autre sens, c'est déjà dans certaines boîtes, tu n'arrives même pas à faire 5 tests. Ouais. Donc, si tu arrives à faire 5 tests, genre c'est déjà super bien et vas-y go, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre ça en perspective. C'est-à-dire que quand tu es dans une culture produit où dans ta boîte, on te laisse toute la latitude pour réaliser les tests dont tu as besoin, etc. Si tu peux en faire plus que 5, go.
Par contre, si tu es dans une culture qui produit, qui est assez jeune et où on te tient un peu sur les délais, le temps à passer sur ta recherche utilisateur, à la fois sur tes interviews, tes sondages, mais aussi tes tests utilisateurs, bah là, si déjà tu arrives à en faire 5, genre prends cette règle-là et ça sera déjà une bonne chose pour valider. Ouais. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que tu as bien compris. Enfin, en fait, c'est exactement l'esprit du papier d'origine. C'est de dire, en fait, effectivement, aujourd'hui, c'est impossible, enfin, même à l'époque, c'est impossible de faire des tailles d'échantillons où tu es sûr que tu vas tout obtenir. C'est un investissement en temps et en énergie que la plupart des équipes tech ne peuvent pas se permettre et qui, en plus, de toute façon, est-ce que c'est utile d'être exhaustif, sachant que de toute façon, les produits, ils évoluent tellement vite et tu itères tellement vite que de toute façon, un problème que tu as remonté il y a 6 mois, bon, bah maintenant, voilà, est-ce que c'est soit plus la priorité, soit plus d'actualité, tout quoi. Donc, et c'est exactement aussi le point de Nielsen de dire, bah en fait, faites-en moins et itérez plus. Et c'est exactement son point. Et donc, lui, il propose 5. En fait, à l'origine, quand il venait de sortir son papier, lui, il prenait 3. Il disait, faites 3, améliorez ce que vous pouvez améliorer avec 3, et puis refaites 3. Mais ne vous arrêtez pas à 3. C'était aussi ça, son point. C'était deux choses. Faites-en moins, mais faites-le plus souvent. Mais faites-le vraiment souvent. Ne faites pas moins et puis stop, tu vois. Donc, et je pense que c'est ça qui est important de garder en tête parce que c'est aussi se décharger un peu de ce besoin de faire le truc parfaitement, tu vois. Et je pense que c'est plus ça qui est important dans ce chiffre. C'est pas 5 utilisateurs trouvent 85% des problèmes, c'est fais des tests de temps en temps, itère, et c'est comme ça que petit à petit, tu vas arriver à une amélioration continue, ce qui en fait paraît assez bête, hein, dit comme ça, mais que je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui se prennent la tête à vouloir faire une grosse étude et puis en fait ils en font plus pendant 6 mois et en fait c'est plus une perte enfin c'est pas une perte de temps mais c'est pas aussi optimisé que d'être un peu moins rigoureux sur ce plan-là mais de se permettre plus souvent d'en faire un peu plus quoi. Yes, il y a des questions, des petits échanges là qui sont en train de se passer dans le chat. Donc j'ai remis la question comme ça elle s'affiche. Donc il y a Shannon qui nous dit coucou, merci pour cette conversation. Je me demande 2 choses. Alors est-ce que la CRUX du problème, c'est ça? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on lit. Égale confiance. Je ne suis pas sûr d'avoir compris cette première question. La deuxième, comment suggérez-vous de valider la confiance? Quels sont les indicateurs dans la phase de discovery? Moi, je comprends la question en mode, en fait... important. Enfin, la façon dont je la comprends, ouais, c'est que c'est une question sur, effectivement, est-ce que le problème de fond, c'est... on en fait plus parce que sinon on n'a pas confiance dans les résultats qu'on obtient avec moins de personnes, j'imagine que c'est ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on s'assure de cette confiance? Ça va, je pense, rejoindre un peu la suite des sujets qu'on voulait aborder pendant ce live, mais c'est, je pense, le meilleur moyen, et ça c'est vrai quel que soit la question, c'est-à-dire c'est pas qu'une question forcément de la confiance en les résultats, mais aussi peut-être en l'échantillon, en ce qu'on priorise, etc. En l'absence de biais, c'est le fait de diversifier les méthodes en fait. Okay. Pour moi... Attends, on passe à la suite alors direct. Parce que je crois que c'est la slide juste après. Ouais. Ouais, voilà. Donc en gros, en employant toujours que les mêmes méthodes. Donc là, tu vas parler de diversification des méthodes et je te laisse répondre à la question en parallèle du coup. Ouais. En fait, ce qui est vrai, enfin, comment dire, aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un qui fait de la recherche, 80% du temps, il va me dire, je fais des tests utilisateurs et je fais des sondages. Et puis, de temps en temps, il y a aussi des interviews dans le tas. Voilà. Et ça s'arrête à ça. Et c'est dommage parce que les méthodes de recherche utilisateur, elles ont toutes des angles morts,
des choses qu'elles ne testent pas, qu'elles ne voient pas et qu'elles ne pourront jamais voir. Et en fait, en faisant des fois, je discute avec des gens qui me disent, ben du coup, j'aimerais bien comprendre ça, mais donc du coup, j'ai fait des tests, mais machin, et donc du coup, comme ça me suffisait pas, j'ai ajouté ça et j'ai refait un test. Et en fait, c'est un peu essayer de faire rentrer dans des carrés dans des ronds parce qu'en fait, il y aurait des méthodes autres qui seraient plus adaptées. Le problème de ces méthodes autres, généralement, enfin, dépendant de la méthode, y en a qui sont très chronophages. Par exemple, le journal de bord, c'est hyper compliqué à mettre en place et je connais personne qui est 100% content de la façon dont il met en place un journal de bord. Mais le journal de bord, c'est genre la seule vraie méthode pour arriver de façon qualitative à obtenir du feedback sur de la durée et donc à prendre en compte un contexte temporel. Typiquement, c'est très bien pour des onboarding, etc. Parce qu'en fait, la première fois que tu rentres dans une app, ça peut être hyper intéressant. Et la deuxième fois où tu reviens, peut-être qu'en fait, ton intérêt s'est baissé très vite, et comprendre pourquoi, quelle était la valeur qui n'a pas été apportée, etc. etc. Donc, je te coupe, France, juste une petite seconde. Est-ce que tu peux expliquer un journal de bord, en quoi ça consiste pour ceux qui ne sauraient pas, s'il te plaît? Ouais, très bien. Le journal de bord, c'est une méthode où, en gros, c'est ce qu'on appelle aussi une étude longitudinale ou un diary study. C'est une méthode où la durée de recueil de feedback d'une personne, elle est allongée sur un certain temps. Généralement, ça va être une étude, par exemple, par exemple, on avait fait ça avec un client. Ils étaient une boîte dans l'automobile. Ils avaient fait venir des gens jusqu'à chez eux pour leur prêter un véhicule qui était bourré de capteurs, etc. Avec, bien sûr, ils avaient demandé les consentements et tout. La personne gardait la voiture une semaine. Elle la conduisait pour faire ses trajets du quotidien. Et puis, tous les 2 jours, je crois, il fallait qu'elle réponde aussi à un sondage supplémentaire. Et à la fin, elle rendait la voiture et elle faisait une interview aussi sur place sur 2-3 éléments. Voilà. Et donc c'est un journal de bord parce que donc l'étude en elle-même, elle dure à peu près 1 semaine et quelques. Et il y a plusieurs étapes parce que pour recueillir du feedback à différents moments. L'idée, c'est de le faire de façon contextualisée dans le cadre de l'usage. Et de voir un peu comment est-ce que le temps va venir impacter certains avis, certaines façons de faire, etc. En fait, c'est un peu comme avoir des key users à qui tu déploies en premier tes nouvelles fonctionnalités et à qui tu demandes de te faire des feedbacks au bout d'une semaine d'utilisation. Oui, c'est un peu similaire. C'est très similaire même. Le journal de bord, quand il peut être utilisé, est souvent utilisé comme ça, mais en digital, c'est plus facile parce qu'en plus, tu as des analytics, donc tu peux vraiment suivre comment est-ce que les gens ils ont fait sur une durée déterminée. Mais sinon, en fait, ce côté faire des tâches par étape aussi est souvent important. Donc, des fois, tu le fais en contexte et des fois, par exemple, tu vas te demander à la personne de faire une tâche, tel jour, demander un avis, et puis la refaire 3 jours après. Enfin, tu vois, des fois, tu vas être un peu plus directif. Voilà. Mais oui, globalement, c'est la même idée. Ok, super clair. Mais du coup, c'est chronophage, parce que du coup, il faut que tu saches où en sont tout le monde. Et puis, comme les gens, ils sont pas forcément motivés pour répondre à un sondage tous les 2 jours, ou faire un visio avec toi tous les 2 jours, ben voilà, au bout d'un moment, il faut les engager, etc. Donc, c'est long et c'est compliqué. Mais il y a des choses où en fait, il y a que certaines méthodes qui peuvent vraiment apporter ces retours, qui en tout cas qui sont plus optimisées pour le faire. Sauf que il y a un peu ce côté de la facilité de oui, mais moi je sais faire des tests utilisateurs, donc je vais faire que des tests utilisateurs et puis ça ira très bien. Et pourquoi est-ce que c'est un peu relié à la question qui a été posée plus tôt? En fait, si le test utilisateur il apporte pas la confiance qu'on veut, c'est parce qu'en fait le test utilisateur il est là pour détecter des choses en quali, apporter du pourquoi. Mais en fait, si on n'a pas confiance, c'est pas une question de confiance sur le pourquoi, c'est une question de confiance sur le combien de personnes, quel degré de gravité, etc. Et ça, de toute façon, le test utilisateur n'est pas fait pour l'apporter, cette réponse-là. Parce que c'est pas une méthode quanti. Et donc, du coup, en fait, la question, c'est de savoir quelles données supplémentaires une autre méthode peut me donner qui peut venir corroborer
ce que j'ai appris en test utilisateur et du coup lui donner cette confiance supplémentaire. Ok, très clair. Eh ben merci France. On passe à la... Alors attends, j'ai une autre question. Avez-vous des ressources qui permettent de monter en compétence sur ces différentes méthodes, collecte et analyse, et à quel type de questions elles peuvent répondre? Collecte, ah oui, sur les différentes... moi, j'avais fait un truc, mais je sais pas si ça répond vraiment à la question. Je pense que la première étape, c'est déjà d'être capable de connaître ces méthodes et de savoir à quoi elles servent. Là-dessus, moi, je peux recommander le blog de NN Group. NN Group, c'est le groupe qui a été monté par Norman Nielsen, qui a créé le framework des 5 utilisateurs là. Bon, au-delà du fait que des fois il est un peu critiqué pour ça, mais globalement c'est vraiment des experts de la recherche et ils font de très bonnes ressources sur les méthodes, donc soit de manière générale sur les méthodes, quali, quanti, attitudinal ou comportemental. Donc attitudinal, c'est observer ce que les gens disent, et comportemental, c'est observer ce que les gens font. Et ce sont des choses différentes, en fait, qui apportent de la valeur différente. Donc, sur leur blog, il y a beaucoup de ressources là-dessus et il y a plein de formats. Il y a des formats courts, il y a des formats longs, il y a des formats vidéo. Donc, je trouve que c'est hyper cool. Enfin, c'est hyper bien pour monter en compétence là-dessus. Moi, j'ai fait un arbre de décision pour aider à choisir la bonne méthode en fonction de la question qu'on se pose, pour justement essayer de sortir du côté, j'ai un défaut, je default sur du test utilisateur et puis point barre, et puis j'essaie pas de changer de méthode, qui est sur notre blog sur Tandems. Voilà. J'avoue que c'est un peu NN Group là-dessus, ce serait mon go-to. Je pense, là de tête, j'ai pas trop d'autres ressources à proposer. C'est déjà très bien. Je vois que dans le chat, en plus, il y a des liens qui ont été envoyés, donc ouais. Donc trop cool. On passe à la dernière. Yes. Du coup, et si on sabotait l'UX Research en voulant trop en faire? Oui, alors ça, c'est un peu l'autre pendant, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé des équipes qui voulaient un peu faire des raccourcis et qui, du coup, à cause de ça, ne se posent pas les bonnes questions et donc forcément, on n'arrive pas aux bonnes réponses. Je pense qu'il y a aussi un autre penchant et qui parfois fait peur et qui parfois, c'est pour ça qu'en fait, on essaie d'aller trop vite, c'est qu'on veut un peu over-engineer la recherche. Après, ça se comprend dans le sens où nos méthodes de recherche en UX Research, globalement, elles viennent toutes de la market research, hein, c'est à peu près les mêmes méthodes. Et la market research et la recherche académique aussi. Et ça, c'est des méthodes qui sont hyper carrées, hyper carrées. Donc, ça a des exigences de méthodo et des exigences de sampling et des exigences de taux d'incidence et de taux de fiabilité avec des modèles statistiques à l'appui, etc., qui sont très forts et qui font que ça peut faire peur. Et des fois, les gens se disent, c'est ça qui fait que c'est de la bonne recherche. Le fait que ce soit hyper cadré, Alors, je donne un exemple. Une fois, je me suis posé la question, je regardais des sujets de recherche utilisateur en accessibilité. Je me demandais si demain de faire un screener, essayer de poser des questions à des participants sur des sujets de handicap, etc. Quelle est la bonne façon de le formuler? Donc, je fais mes recherches et je tombe sur un papier de recherche du Canada qui avait fait des études, notamment des interviews, pour essayer de déterminer la meilleure façon de poser des questions. Donc, globalement, c'est une recherche sur savoir comment poser une question pour plus tard refaire de la recherche. Et leur recherche pour répondre à ce papier de recherche, ce papier de recherche, c'était le résumé de 2 ans de recherche. Donc, tu prends 2 ans de recherche pour déterminer la bonne question pour pouvoir mieux faire ta recherche plus tard. C'est ça que j'entends par c'est over-engineer, c'est-à-dire qu'ils ont des exigences de qualité qui sont autrement supérieures à ce que nous on peut avoir en produit. Et si tout le monde faisait ça, en fait, plus personne ne fait de produit, plus personne ne fait de recherche, quoi. Enfin, je dirais, quand on voit ça, on se dit, je comprends pourquoi ça peut faire peur de se dire, allez, on va faire de la recherche utilisateur, comme si ça, voilà. Parce qu'à la base, c'est une démarche qui est scientifique et voilà.
Et je pense qu'en fait, il faut, dans nos univers tech, agiles, où l'objectif, c'est de répondre à un besoin, mais quand même de pouvoir itérer rapidement sur les produits et pas faire des grosses phases de run, c'est de trouver le juste milieu, de faire de just enough research. Donc, il y a un livre qui s'appelle Just Enough Research, qui est très bien, qui aujourd'hui est peut-être un peu vieux. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle édition qui voudra sortir, qui sortira bientôt, mais bon, voilà, que je recommande. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire à quel moment il faut faire la recherche, à quel moment on peut se dire c'est pas grave, faisons-en moins, faisons-le avec un peu moins d'exigence. Et ça revient à la question tout à l'heure sur le taux de confiance, c'est-à-dire que on peut, en fonction de ce qu'on cherche à atteindre comme résultat, on peut se permettre d'être un peu moins confiant parce qu'au bout d'un moment, on reste des product people. Donc, on est quand même là pour concevoir des produits. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit capable de faire des choix. Il faut qu'on soit capable de trancher. On ne peut pas attendre de la recherche qu'elle donne toutes les réponses, encore une fois, sur un plateau d'argent, etc. La recherche est là pour dérisquer et pour nous aider à faire des choix. Donc, si au bout d'un moment, le fait de faire de la recherche, ça nous bloque dans nos choix ou ça nous paralyse, c'est qu'on en attend trop ou qu'on en a trop fait. Ouais, et ben c'est super clair. Moi, ce que j'applique pour ça, j'essaye toujours de cadrer justement ma recherche utilisateur avant de la démarrer. Cadrer, c'est faire un pré-mortem. Donc, en fait, c'est à l'avance savoir ce qui ferait que je serais pas content de ma recherche. La timeboxer, essayer de lister, entre guillemets, les activités les plus importantes que j'ai envie de réaliser. C'est me poser aussi les bonnes questions. On en a parlé au tout début, mais le pourquoi de cette recherche. Voilà, vraiment bien cadrer ça avant de la démarrer. Et savoir aussi comment, évidemment, mesurer le succès à la fin de cette recherche-là. J'avais fait d'ailleurs un live là-dessus il y a un an. Et c'est hyper, effectivement, c'est hyper important pour pas soit trop en faire, soit pas assez, soit pas répondre à la bonne question, soit devoir être dans la précipitation et du coup se raccrocher à des à des branches, etc. Donc voilà, en tout cas, merci France, c'était super clair. Est-ce qu'on a des questions avant de... Ah, je vois, alors j'ai l'impression, je démarre la réponse. J'ai l'impression qu'un des sabotages de la recherche, c'est aussi la restitution. Est-ce que tu as des tips pour les phases de post-research, analyse et livrable? Très bonne question. C'est vrai que je m'en parle pas. Je pense que c'est mon biais de maintenant que avec Tandem, on parle surtout de la phase de run de la recherche et assez peu de la phase d'analyse. Mais c'est vrai que la restitution, c'est important. Je pense que le type principal sur la phase de restitution de la recherche, c'est de... Mais ça vient aussi avec comment est-ce qu'on l'a préparé. C'est-à-dire que il faut la restituer d'une façon... comment dire? En gros, si jamais la restitution, c'est juste regardez, j'ai plein de chiffres à vous donner, maintenant débrouillez-vous avec, c'est difficile. Alors, il y a des boîtes qui ont des équipes de research dédiées, et c'est un peu ce qu'elles font, mais parce qu'elles restituent à des product designers qui, eux, vont travailler les réponses de ça. Si on est un peu dans un rôle où on fait un peu des deux, ce qui est souvent le cas en France, c'est-à-dire qu'on est designer et on fait un peu de research, ou on est PM et on fait un peu de discovery, le plus important en fait de cette phase de restitution, c'est d'être capable de montrer l'impact en fait de ce qu'on a trouvé. Et donc du coup, de relier les insights à des outcomes potentiels qu'on veut apporter. Et de façon concrète, c'est-à-dire comment ça s'impacte dans la roadmap ou comment est-ce que aujourd'hui ce qu'on fait ne suffit pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus. Et le faire de façon très storytellée en fait, c'est-à-dire que si on est sur de l'informal, surtout c'est très vrai sur du quali, parce que le problème du quali, c'est que restituer du quali en disant on a fait 5 tests utilisateurs et donc 4 utilisateurs sur 5 ont trouvé que c'est donner une fausse impression de validité statistique à quelque chose qui n'avait pas pour objectif d'être
statistiquement valide en fait. Donc c'est vraiment déguisé, mettre du maquillage sur, je sais pas, je connais plus l'expression en fait, mais voilà. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que de rattacher effectivement sa recherche utilisateur à d'un côté un product outcome, mais aussi à un business outcome. Donc à la fois à des choses tangibles que tu vas pouvoir mettre dans ta roadmap pour satisfaire les utilisateurs, mais aussi le business. Je pense qu'il faut pas l'oublier aussi. C'est hyper important parce qu'en plus ensuite tu vas embarquer tout le monde. Tu vas embarquer à la fois ton équipe produit ou tes équipes produits, et tu vas aussi embarquer tes parties prenantes. Et donc ça c'est hyper important. Ouais, et aussi de pas s'arrêter à avoir fait la restitution, c'est-à-dire que derrière, les équipes qui réussissent vraiment, c'est celles qui font, ou en tout cas qui arrivent à faire le suivi de ce qui a été fait de cette recherche, parce que le plus gros ennemi aujourd'hui de la recherche, je trouve, c'est les équipes le fait d'en faire plein et d'avoir un gros repository, et personne ne fait rien de ce repository. Et ça, c'est la mort en fait de la recherche, parce que c'est limite prouvé par A plus B qu'en fait ça sert à rien, puisqu'en fait on n'en fait rien. Donc être sur une démarche de maintenant qu'on a restitué et que c'est ça les next steps, de tirer pour que ça soit fait et tirer pour montrer les résultats, c'est ça qui fonctionne. Et moi j'avais l'exemple de Deezer où à l'époque quand je travaillais avec eux, ils avaient fait une recherche et leur researcher en fait, ce qu'ils me disaient c'est dans un monde idéal, j'aurais pas besoin d'arriver en plus derrière, parce que moi je suis plus researcher que designer. Dans mon monde idéal, j'ai pas besoin de une fois avoir fait la restitution, de faire le extra mile pour faire en sorte que ce soit appliqué, etc. Mais aujourd'hui, c'est ma seule façon de montrer la valeur de mon travail, c'est de pouvoir tracer une ligne directe entre la recherche que j'ai faite et le résultat qu'on a eu. Et donc là, il avait fait une étude sur une potentielle. Enfin, en fait, ils avaient fait une phase de discovery et ils avaient vraiment trouvé une opportunité nouvelle, fraîche, etc. pour le produit. Et du coup, alors que ça leur était pas demandé, ils avaient fait un prototype du truc et ils l'avaient testé en plus. Et voilà. Et donc comme ça, ils ont pu tracer une ligne directe entre leur recherche de discovery initiale où ils avaient juste une opportunité et le fait qu'ils ont commencer à prendre l'opportunité et montrer le vrai potentiel de cette opportunité, le potentiel croissant de l'opportunité. Et ensuite, la feature a été développée et ça a été plutôt successful. En tout cas, en interne, ils en étaient très contents. Donc, du coup, grâce à ça, en fait, il a démontré la valeur de la recherche. Et je pense que aujourd'hui, le plus gros truc qui va venir saboter la recherche au niveau de la restitution, c'est de s'arrêter à la restitution. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on parle souvent de la recherche utilisateur. Là, c'est mon point de vue, France. Tu me donneras le tien, mais on pense toujours que la recherche utilisateur, c'est une phase. Et une phase, en fait, qui a un début, une fin. Et c'est une des parties de la recherche utilisateur. Donc, on peut effectivement, quand tu es en phase de discovery, dans la partie problem space, avant de définir vraiment le problème que tu vas chercher à résoudre ou la solution que tu vas chercher à apporter, tu vas rentrer dans ce genre de, enfin, tu vois, dans une méthode type double diamant ou autre. Tu vas rentrer dans cette phase pour arriver à trouver la solution qu'ensuite vous allez développer. Sauf qu'en fait, tu as aussi ce qu'on appelle la discovery continue, où en fait, il faut mettre de la recherche utilisateur tout au long du cycle de vie de ton produit et parfois même sur les mêmes solutions, sur les mêmes fonctionnalités, sur les mêmes problèmes à résoudre, les mêmes opportunités, etc. pour aller toujours plus loin et coller toujours au mieux aux besoins et des utilisateurs et du business. Ça, c'est le premier point que je trouve important. Et c'est vrai que quand on en parle souvent comme une phase amont, mais on oublie cette phase continue. Et là, je prêche pour la paroisse des product managers que je représente du coup dans cet échange. Mais tu vois, quand tu priorises tes opportunités, donc quand tu priorises pour ensuite l'intégrer à ta roadmap, il y a différents outils. Il y a le RICE, il y a l'ICE aussi qu'on utilise. Et dedans, il y a cette notion de confiance. Et la confiance, elle est basée en fait sur quoi? La confiance dans ta data, donc dans
la partie à la fois effort technique, ok, mais aussi la partie reach, la partie impact que tu vas avoir sur tes utilisateurs ou changement du comportement de tes utilisateurs. En fait, tu as la partie confiance et celle-là, elle vient s'appuyer sur de la data quali et quanti de recherche exploratoire. Et en fait, si tu veux justifier ta priorisation auprès de tes parties prenantes, auprès de ton équipe produit, elle aura encore plus de valeur si tu t'appuies sur ce que tu as réalisé pendant soit ta recherche en phase amont, mais aussi pendant ta recherche continue, puisqu'en fait, plus tu vas augmenter ta confiance dans les données dont tu disposes, plus en fait la priorité la priorité de la solution ou l'opportunité que tu vas vouloir concevoir, elle va augmenter en fait. Mais du coup, il y a une question dans ce chat sur comment est-ce qu'on évalue le assez de confiance. Et du coup, toi, comment est-ce que tu l'évaluerais? Alors, moi, je me permets de te poser la question à toi aussi. Ouais, mais moi, je fais depuis quelques années maintenant, j'utilise le Confidence Meter d'Itamar Gilad, que je peux vous montrer rapidement en partageant, qui justement va venir au travers de différentes activités de recherche utilisateur, justifier la confiance que tu as dans tes données. Alors maintenant, il faut juste que j'arrive à partager ce truc-là. Tac, est-ce que j'arrive à partager l'écran? Hop. Voilà. Est-ce qu'on vous voyez bien là mon écran du coup? Ouais. Ouais. Donc en fait, cette échelle-là, moi je la trouve hyper intéressante. Et après, sur le dernier produit sur lequel j'ai bossé, on l'avait un peu simplifié. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ce que te dit Tamar Gilad dans ce Confidence Meter, c'est que toute la partie, si tu veux, gut feeling, pitch deck, les thématiques tout ce sur quoi tu peux t'appuyer, les buzzwords, les modes du moment, etc. En fait, ça vaut entre 0,01 et 0,1 sur 10 sur ton échelle de confiance. Donc, tu vois, ça met un peu un petit coup aussi aux parties prenantes qui vont te dire c'est ça qu'il faut faire parce que je le sais. Alors, même si souvent, c'est des gens quand même qui sont très, très proches de leurs clients, de leurs utilisateurs, du marché qui quand même ont très souvent, enfin voilà, moi je veux pas enlever la partie intuition aussi qui est hyper importante. Mais néanmoins, sur cette partie-là, on est proche de 0. Ensuite, tu as la partie conviction de l'équipe. Et en fait, plus tu vas réaliser d'activités de recherche utilisateur, plus ta confiance elle va augmenter. Donc, tu vois là, tu commences à rentrer dans l'UX Feasibility Evaluation quand tu es entre 0,2 et 0,5. Ensuite, tu vas rentrer dans 1 à 3 clients qui sont intéressés. Tu as des compétiteurs qui cherchent à résoudre le même problème. Tu as quelques points de data quanti qui remontent. Et puis, en fait, tu vas augmenter. Tu vas t'appuyer sur des sondages que tu as fait, des smoke tests. Et en fait, plus tu rentres dans finalement des activités qui sont concrètes avec de l'A/B testing, des MVP que tu vas lancer, etc., plus en fait ta confiance ça va augmenter. Donc moi je m'appuie là-dessus. Généralement en fonction des organisations dans lesquelles je suis, des produits sur lesquels je bosse, de la maturité des équipes aussi, soit je le laisse tel quel, mais c'est rare, soit je le simplifie en fait tu dresses avec ton équipe les activités que tu considères être les plus pertinentes pour répondre à la confiance que tu as que tu veux avoir dans tes données. Et en fait, après, c'est un truc tout bête. Je coche des cases. Hein. J'ai fait, j'ai fait 10 interviews. Ok, je coche la case 10 interviews de telle persona, 10 interviews de telle autre persona. J'ai fait un A/B test. J'ai mis en place un MVP. Et en fait, je monte comme ça en confiance. Bah moi, tu vois, je connaissais pas ce Confidence Meter. C'est hyper intéressant. Et ben, on pourra en parler en off si tu veux. Je te ferai. Non, mais trop cool. Non, c'est hyper intéressant. Ouais. Peut-être que la question, elle était aussi sur, du coup, tu l'as fait. En fait, c'est une chose de cocher la case, de dire j'ai fait des interviews, j'ai fait des tests. Comment est-ce que tu es confiante de ce que tu récupères des interviews, du coup, toi?
Pardon, j'étais en train de lire une autre question, excuse-moi, France. Non, mais parce que je reprends la question qu'il y a dans le chat et je pense Ouais. qu'il y a la question de la confiance dans cette question de la confiance. Ouais. Donc, il y a le confidence meter, c'est intéressant, mais c'est, comme tu dis, une checklist. Ouais. Quand est-ce que tu es confiant que chaque élément de ta checklist, tu l'as, les résultats qui t'apportent, tu vois? Parce que moi, je sais que sur, par exemple, une phase de user interviews, je toujours dis, bah, en fait, c'est ça qui est dur hein, dans l'interview, c'est pas une question de nombre d'interviews que tu fais, c'est au bout d'un moment, quand tu as vraiment l'impression d'avoir fait le tour du sujet et qu'il y a un peu toujours les mêmes choses qui remontent, là, tu peux te dire, c'est bon, je peux arrêter. Mais en fait, faire ça dans la vraie vie, c'est compliqué parce que tu vas pas vraiment, si ça prend 5 ans, tu vas pas faire 50 en fait. Non, mais en fait, je pense que alors, la confiance, effectivement, dans les activités que tu réalises, elle se fait aussi en fonction des retours que tu as. C'est-à-dire que si, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as 10 utilisateurs qui te disent la même chose, bah, tu vas t'arrêter, tu vas pas aller plus loin. Si par contre, tu as 10 qui te disent tout et son contraire, bah, pour moi, tu dois encore creuser pour te faire une conviction, etc. Donc, en fait, c'est aussi après un peu de, je vais dire d'expérience, c'est même pas de l'expérience, mais c'est enfin, tu juges après, tu vois, tu juges en fonction des retours que tu peux avoir. Et puis après, encore une fois, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on n'est pas tout seul quand on fait ça. Ouais, je pense que c'est hyper important. Ouais. C'est pas les UX researchers qui sont seuls dans leur coin, c'est pas les PM qui sont seuls dans leur coin, c'est pas les head-off, etc. Je pense que ce qui est hyper important, et je pense qu'après, il va falloir qu'on termine sur ça parce qu'on a dépassé l'heure, mais c'est oubliez pas de travailler en équipe, enfin, tu vois, moi j'ai bossé sur une application de VTT connectée pour Decat. On a travaillé hyper étroitement avec nos utilisateurs, mais aussi avec des ingénieurs produits physiques, des gens qui construisent les vélos, parce que eux aussi, ils font une tonne d'interviews de leurs personas, qui sont des personas un petit peu plus persona buyer que des user persona, mais qui connaissent quand même sur le bout des doigts leur sujet. Et en fait, pour moi, tu peux pas travailler, enfin, tu peux pas avoir confiance dans ce que tu fais tout seul. Il faut partager, il faut être une équipe. Je suis d'accord avec toi. Je pense rien que aussi pour limiter les biais de confirmation, etc. Il n'y a pas mieux qu'une autre personne pour te challenger pour éviter ça. Mais à force d'en discuter, ce que je me dis, c'est qu'il est vrai que moi, je ne connais pas de framework de confiance sur juste, par exemple, les méthodes d'interview. Effectivement, c'est beaucoup au ressenti et tout le monde discute. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bah, peut-être qu'on pourrait encore en apprendre plus, mais là, on a beaucoup de matière, donc avançons avec ce qu'on a, quoi. Yes, je crois que tu as une question qui est un peu une passe décisive pour toi de Shannon. C'est où est-ce que vous avez recruté les utilisateurs? Tu peux peut-être parler de Tandems et puis après on s'arrêtera là-dessus. Avec plaisir, Shannon, pour échanger par LinkedIn ou un café avec grand plaisir. Yes, avec plaisir, pareil de mon côté. Bah non, mais j'ai pas trop envie de prendre trop de temps puisqu'on a déjà terminé. Mais effectivement, Tandems, nous, on est une plateforme de recrutement de participants pour de la recherche utilisateur, donc pour tout ce qui est test utilisateur, interviews et sondages. En ce moment, on a beaucoup de mails, typiquement de clients qui lancent des mails. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, notre site c'est tandems.io. Je vais le mettre dans le chat. Et puis pour info, en plus en ce moment, on a quelques offres de fin d'année qui sont en cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis assez active sur LinkedIn et puis vous nous envoyez un petit message sur contact et ce sera avec grand plaisir. Et j'espère qu'en tout cas, ce dont on a discuté aujourd'hui, ça vous aura apporté quelque chose, que c'était intéressant. Et si vous voulez aller plus loin et vous voulez qu'on en discute plus, ben, je suis tout à fait ouverte pour discuter plus en détail. Yes. Bah écoute France, en tout cas moi j'étais ravi d'abord de te recevoir et puis de cet échange, c'était super intéressant. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je pense que tout le monde a un peu faim, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Ouais, merci. Désolée d'avoir dépassé. Il y a un replay et puis comme on l'a dit, n'hésitez pas à venir nous parler sur LinkedIn. Enfin en tout cas pour ma part, je réponds toujours et je crois que France aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Yes. Salut, bonne app et à bientôt. Bon après-midi pour tout le monde et puis bon week-end aussi.
Ciao, ciao. Merci encore, Raphaël. Bye.